nous étions séparés l'an dernier, au moment qu'on évoquait Henri précédemment, celui où la France se débarrassait du dernier représentant direct de la famille Capet. Le 21 janvier 1793, la France rentrait dans une ère qui était assez inédite pour elle, puisque pour la première fois de son histoire, elle se retrouvait face en fait à un véritable vide. Jusqu'à présent, il y avait déjà eu des successions de dynasties. Les Mérovingiens avaient été remplacés par les Carolingiens, qui eux-mêmes avaient été remplacés par les Capétiens, mais il y avait une certaine continuité intellectuelle et de principe. On changeait de famille régnante, mais on restait sur un principe monarchique. La révolution de 1789 avait été dans cette lignée, dans cette logique. Il n'était absolument pas question de se débarrasser du roi, mais simplement, c'est ce que nous disions l'an dernier, à peu près à la même époque, c'était simplement de remplacer une classe dirigeante par une autre, la revendication de la bourgeoisie de pouvoir faire entendre sa voix, puisqu'elle-même était fort fortunée, et qu'on a l'idée que qui n'a pas disparu d'ailleurs, que la richesse, la puissance financière donne des droits à diriger la société. 1793 marque une rupture, parce que justement, du coup, il n'y a plus de roi, c'est une rupture totale avec l'héritage monarchique, et il faut réinventer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Et la situation donc, est d'autant plus difficile que la France fait face à des crises multiples, en dehors de l'absence de cadre légal. On a toujours quand même une convention qui est là, mais qui n'a plus de règles de fonctionnement, puisqu'on a suspendu la Constitution de 1791, la monarchie constitutionnelle, et on n'a pas encore mis quoi que ce soit à la place. La convention, elle fonctionne, plus ou moins, mais sans règles. À ceci, il faut rajouter qu'il y a une crise économique qui perdure. Cette crise économique qui d'ailleurs est une des raisons de l'éclatement de la Révolution. La crise économique dure depuis à peu près 1787. Déjà en 1788, il y avait eu des soulèvements. On peut citer entre autres la journée des Tuiles à Vizy, qui était une véritable manifestation donc, de ce mécontentement populaire face à des prix qui augmentent et des salaires qui restent bloqués, où le lien avec l'actualité est totalement fortuit, je vous le rappelle. Et on a également un pays qui est en guerre à l'extérieur contre les monarchies européennes, une guerre d'ailleurs qui a été voulue par les conventionnels, du moins par les Girondins, et une guerre civile, puisqu'on a une insurrection royaliste et catholique qui se développe surtout dans l'ouest de la France, mais pas uniquement. Et dans ce contexte-là, on pourrait se dire, mais il y a d'autres urgences que de trouver un cadre légal au fonctionnement du pays, alors que pas du tout. C'est même l'avis de certains conventionnels, dont Charles Potier, pour qui doter la France d'une constitution, c'est le moyen de terminer la guerre. Tout simplement, donner une constitution à la France, c'est marquer la victoire définitive de la Révolution, et finalement rendre illégitime les prétentions à une restauration quelconque d'un ordre disparu. Quand on parle de la Première République, du coup, cette constitution qui va être votée en 1793, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, parce que ça va être, suite à de très longs débats, ça va être la première constitution qui va être votée, la première constitution réellement démocratique qui va être appliquée en France. Je vous rappelle qu'en 1791, on avait quand même la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, entre ceux qui avaient le droit de vote et d'être élus, et puis ceux qui se contentaient de recevoir des coups, et que la distinction se faisait uniquement sur une question financière. Donc le grand principe qui va être retenu, quoi qu'il arrive, ça va être celui du suffrage universel, de la souveraineté populaire. Le problème, c'est que la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire suffrage universel et souveraineté populaire?
Et c'est là où est le gros point d'achoppement. Hein. On se rappelle que la Convention, il y a une forte majorité de députés appartenant au groupe qu'on appelle la Plaine, et qui se caractérise par leur incapacité à prendre la moindre décision. En fait, c'est une réserve, c'est mais vraiment le ventre mou. Hein. C'est pas pour ça pas pour rien qu'on l'appelle la Plaine ou le Marais, parce qu'il ne se passe absolument rien chez eux. Et de part et d'autre, on va se retrouver avec un groupe qui aimait bien la monarchie constitutionnelle, hein, parce qu'il y trouvait un peu son avantage, qui est celui des Girondins, regroupés autour de députés, de conventionnels comme Brissot, entre autres. Mais et à son opposé, on va retrouver donc la montagne qui est le lieu où se réunissent Robespierre, Saint-Just, Marat, et tant d'autres. Alors il faut quand même avoir l'esprit que ce ne sont pas des partis politiques, hein, il n'y a pas forcément de ligne directrice, on se rapproche par rapport à des principes philosophiques, mais il n'y a pas de ligne de conduite officielle, il n'y a pas de chef qui va dire on fait ça, même s'il y a des leaders, et Robespierre, entre autres, a une certaine influence sur les montagnards, mais il n'est pas le seul. Hein. Saint-Just ou Danton ou Marat ont des positions qui peuvent être parfois éloignées de Robespierre et ont aussi leur cercle d'influence, même s'il y a quand même une proximité entre Saint-Just et Robespierre qui est assez forte. Et il se trouve que même s'il y a une majorité de la Plaine, le gouvernement, enfin la Convention, est dominée par les Girondins qui sont les plus offensifs en ce moment et qui, en s'emparant dès 1792 de certains postes clés, ont réussi à inventer un truc super qui s'appelle les représentants en mission, c'est-à-dire qu'on envoie des conventionnels en mission dans les départements et on envoie de préférence des députés montagnards, comme ça ils sont loin de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas là quand on vote. C'est une certaine vision de la démocratie. Alors, dès le mois de janvier 1793, on va constituer un comité de rédaction de la Constitution qui comprend 9 membres, qui va être dominé par les Girondins, puisqu'on y compte Condorcet, Brissot, Payne, Pétion, Vergniaud et Gensonné pour les Girondins. Côté montagnard, le lapsus, j'allais dire côté républicain, mais bon, c'est pas si faux que ça, quoi. Hein. On retrouve Danton et Barrère. Et puis on a quand même un représentant de la Plaine, en la personne de l'abbé Sieyès, qui lui traîne ses guêtres dans les méandres du pouvoir depuis le début de la Révolution française. Il va très vite se discréditer, Sieyès. En fait, il n'a pas compris que 1791 c'était fini et il développe toujours un discours hostile à toute idée de suffrage universel. Hein. Pour lui, il faut contrôler les foules et qu'est-ce qu'on a de mieux pour contrôler les foules que d'avoir forcément des gens éduqués. Comme on sait que l'éducation est payante, finalement, en mettant en avant le fait qu'il faut des gens éduqués, on met en avant une sélection par l'argent, par les finances. Alors, il y a des points quand même, malgré les oppositions radicales entre Girondins et Montagnards, il y a quand même un point qui fait consensus, c'est celui de on se débarrasse totalement de la Constitution de 1791, hein, on va la juger comme étant monstrueuse, et on va dire on va mettre en place une Constitution qui a pour base le suffrage universel et surtout la souveraineté populaire. Et il va y avoir énormément de débats. Hein. Il y a plein d'idées qui foisonnent. On va mettre en avant les questions des droits de l'homme, de l'égalité. On va parler, au nom de l'égalité, on va parler d'abolition de l'esclavage. On va même parler de droit de vote des femmes. On va même jusqu'à envisager un impôt progressif. Donc ça, d'un point de vue économique, c'est aussi quelque chose de révolutionnaire au sens propre du terme. L'idée que on va payer un impôt en fonction de ce qu'on gagne et non pas en fonction de son statut social. Mais là où il y a vraiment débat, c'est sur la question de qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire. Comment elle doit s'exprimer, comment faire pour rassembler des gens régulièrement pour diriger de la destinée du pays. On a deux visions radicalement différentes en fait qui vont s'opposer. D'un côté, on a les Girondins,
Condorcet va très vite prendre l'ascendant sur les autres membres du comité, et essentiellement donc des Girondins. Et pour eux, l'idéal, c'est la démocratie représentative. Côté montagnard, par contre, on a plus des envies de démocratie directe, avec à l'esprit l'idée que, oui, on ne peut pas non plus amener les gens à voter en permanence sur n'importe quoi. Donc, l'idée qu'il faut une démocratie directe, il faut que le peuple puisse s'exprimer, et il faut surtout que le peuple puisse avoir connaissance des sujets qui sont portés au débat. Ça aura son importance par la suite, cette petite différence de vision. Autre question sur laquelle il va y avoir beaucoup de débats, c'est la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Là encore, on a deux visions différentes sur la chose à mettre en œuvre. Alors l'idée d'avoir un pouvoir exécutif fort avec droit de veto, même les Girondins n'osent plus l'avancer parce que les souvenirs de Louis XVI et de son droit de veto qu'il appliquait systématiquement et qui l'a conduit finalement à l'échec. On peut dire ça comme ça. Voilà, ce sont de vraies questions, ce ne sont pas des questions anecdotiques, hein, ce sont des choix de société qui se profilent derrière ces divergences de point de vue. Voilà. Alors, Condorcet, c'est quelqu'un qui est quand même, qui se veut pragmatique et qui veut trouver un équilibre entre les intérêts communs du peuple et les besoins du pays, quoi. En même temps, je m'intéresse au peuple et en même temps, je m'intéresse à ses financiers. Déjà, le en même temps, à l'époque, ça donne des résultats assez bizarres. Il y a cette idée d'équilibre. Voilà, on veut équilibrer les pouvoirs. On a même des députés girondins, entre autres Barthélemy Allouis, lui qui est un député de la Haute-Loire, qui est très virulent contre les montagnards, et il va déclarer, suite à des propos tenus par les montagnards, qui réclament justement la souveraineté populaire, qui s'appuie entre autres sur le mouvement sectionnaire et sur la commune insurrectionnelle de Paris, il déclare: nous n'aurions rien fait en renversant le trône si nous laissions à de nouveaux tyrans les moyens de le relever sur les bases de l'erreur et d'envahir au nom du peuple la puissance du peuple même. Sous-entendu, quand le peuple agit, il agit contre son propre intérêt. Le peuple est tyrannique. Là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui va être irréconciliable entre les deux. Hein. Pour les montagnards, c'est hors de question d'avoir une démocratie uniquement représentative. Bien entendu, il y a l'idée qu'il faut des représentants, mais le statut du représentant du peuple c'est pas la même chose pour les deux. Alors c'est Condorcet qui va essentiellement, dans un premier temps, mener les travaux de rédaction de la Constitution, et on va y trouver toutes les vieilles marottes des conservateurs, entre autres un système électoral à 2 tours, où on sait parfaitement que le vote populaire a tendance à s'effacer au 2e tour des élections. Hein. C'est même Adam Smith qui revendiquait ce principe, hein, à son temps. Et on va également mettre une autre limite à l'expression du pouvoir populaire, qui est l'existence du bicamérisme, hein, l'existence d'une chambre basse avec les députés, la Convention en l'occurrence, et la création d'une chambre haute qui va venir contrôler le travail du corps législatif. Pour Condorcet, il s'agit, et c'est les termes qu'il utilise, hein, d'avoir une représentation assurée par des hommes au mérite supérieur. Ça veut dire quand même pas mal de choses. Hein. C'est en opposition totale avec la vision des montagnards, qui eux sont plus sur l'idée rousseauiste du fait que la volonté du peuple, elle ne peut pas être représentée. Et que quoi qu'il arrive, la démocratie représentative sera insatisfaisante. Ça va tellement loin qu'il y a même une partie de la montagne qui disent: mais puisqu'on ne peut pas représenter la volonté du peuple, ça ne sert à rien de faire des élections. Donc on va tirer au sort. On voit le résultat des élections, on se dit que finalement ça pourrait... Est-ce que ça serait pire? Mais voilà, c'est le philosophe britannique James Rutledge qui développe au début cette idée et qui va... Alors James Rutledge, il est britannique, mais il fait partie des montagnards, il est très présent en France, il suit de près
l'évolution de la situation, et il participe activement, entre autres, aux réunions des Jacobins, et il va quand même avoir un certain succès, mais ça va être tout de suite écarté. Du fait de la composition du comité, hein, c'est sans surprise que ce sont les positions de Condorcet qui vont l'emporter. Et on va avoir un premier texte présenté devant la Convention les 15 et 16 février 1793. Tout le comité de rédaction va le signer, sauf Danton, Danton qui refuse d'apporter la moindre caution à ce texte d'entrée de jeu. Il signale que non, ce texte-là, ce n'est pas la solution pour une démocratie. Pourtant, il y a des choses qui sont pas... Tout n'est pas négatif. Hein. Dedans, déjà, il y a une constitution, il y a un préambule qui précède donc cette constitution, qui est une nouvelle déclaration des droits de l'homme, hein, dans laquelle on y affirme les principes de liberté, on va préciser même en quoi ça correspond, en quoi ça consiste, la liberté. Liberté de la presse, liberté du théâtre, liberté de croyance, liberté du culte. On réaffirme l'égalité devant la loi, avec l'idée que la loi, elle n'est plus là uniquement pour sanctionner, mais également pour protéger la population. On introduit l'idée de la progressivité des peines. Hein, on coupe avec la loi du talion. On affirme le principe, bien entendu, de la souveraineté populaire, de la sûreté. Il faut être en sûreté, y compris en sûreté économique. Et on introduit l'idée d'une aide publique, d'une assistance publique pour les nécessiteux. Et on introduit dans cette idée, quand on parle de liberté, une dimension quand même libérale d'un point de vue économique, puisque chacun est libre de commercer, de travailler ou d'échanger ses services. On va même jusqu'à introduire l'idée d'un droit à l'instruction. Donc il y a des choses qui sont positives. Et lors des débats, cette déclaration des droits de l'homme, elle est adoptée assez rapidement. Elle fait plus ou moins l'unanimité, elle ne pose pas de problème. D'ailleurs, quand plus tard, les conventionnels, tout à l'heure, ont parlé de la déclaration des droits de l'homme, Henri évoquait la déclaration des droits de l'homme en précisant qu'il s'agissait de celle de 1793. Alors, c'est pas celle qui est présentée en février, il ne faisait pas allusion à celle de février 1793, mais celle qui est rédigée et adoptée au mois de juin, en fait, elle reste très très proche de celle qui est adoptée au mois de février. Hein, et ça va même susciter un certain espoir au niveau de la Convention, en disant, bah, tiens, si les montagnards et les Girondins arrivent à se mettre d'accord là-dessus, c'est bon signe, quoi. Le reste des choses devrait bien se passer. C'était sans compter qu'en fait, la déclaration des droits de l'homme, c'est une simple déclaration d'intention, et que bah, derrière, il y a quand même la Constitution qui, elle, va matérialiser ces principes. Et de fait, le texte de la Constitution va beaucoup moins faire l'unanimité, hein, puisque déjà il est très très long, il y a plus de 300 articles. Condorcet veut absolument détailler tous les aspects de la vie. On définit les instances de communication entre l'Assemblée et les ministres, on établit le droit de pétition, de contestation, on établit toutes ces choses comme ça, l'idée d'une présidence tournante, de l'élection des ministres. On va en même temps ajouter des choses qui vont déplaire aux montagnards, même s'il y a la possibilité pour les citoyens de révoquer ou de censurer le corps législatif. Ce sont les communes qui en détiennent la possibilité, et non les sections populaires. Et en même temps, est mis en place un autre principe qui est celui de l'irresponsabilité juridique des ministres. Donc je fais ce que je veux, et puis comme je suis ministre, voilà, je vois chat perché, et moi j'ai le perchoir à l'Assemblée. Donc bien entendu, la montagne, elle réagit très vivement, hein, hors de question de laisser les sociétés, les sections populaires hors du débat, hors du pouvoir, d'autant plus qu'on sait parfaitement qu'il y a un système d'élection lors des assemblées primaires, et puis ensuite un deuxième tour, et puis ensuite on passe à la convention. Et on sait que les sociétés populaires, dans ces cas-là, elles disparaissent, parce que c'est une règle quand même qui se constate encore de nos jours. Hein. La bourgeoisie, quand elle est menacée, elle sait s'unir aussi pour faire front, malheureusement, beaucoup plus que la population. Ça, c'est une des grandes leçons de l'histoire
le peuple est toujours beaucoup plus divisé que la bourgeoisie pour défendre ses intérêts. Le contrôle des élus, en fait, on parle de contrôle des élus, mais de fait, il échappe aux citoyens, puisque ce sont déjà des assemblées élues qui vont pouvoir le mettre en œuvre. Donc, on va se lancer du côté des montagnards dans une campagne d'opposition à Condorcet. On va exiger et obtenir plusieurs choses. On va déjà obtenir que la Convention imprime le projet de constitution et le diffuse à l'ensemble des députés, bien entendu, mais également à l'ensemble des assemblées primaires pour qu'ils puissent être débattus à l'échelle du pays. Et on va aussi, les montagnards vont aussi obtenir la possibilité que viennent des citoyens eux-mêmes des contre-propositions. Et la Convention va en recevoir plus de 300. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de la part des Français de s'impliquer dans le processus démocratique du pays. 300, imaginez, rappelons qu'une partie du territoire est occupée par les armées des monarchies européennes. On a une guerre civile, et malgré ça, on a tout cet engouement autour du débat politique. Les gens prennent conscience que c'est leur avenir qui est en jeu. Ça va permettre aussi aux montagnards d'obtenir un délai, de faire revenir leurs envoyés dans les départements pour avoir les reins un peu plus solides au moment où il va y avoir le vrai débat et un peu de bagarre d'un point de vue politique. Je rappelais tout à l'heure que les Girondins étaient dominés la Convention, et alors qu'ils viennent de subir quand même des échecs, hein, entre autres lors du procès de Louis XVI, c'est un échec pour les Girondins parce qu'ils prévoyaient au début, ils ne voulaient pas la mort du roi, hein, ils voulaient une sanction, bien entendu, mais ne pas réussir à s'opposer à l'exécution de Louis XVI, pour eux c'est un échec. Le fait que le soir du 16 février 1793, le vote sur la Convention soit ajourné, c'est aussi pour sur la Convention, pardon, sur la Constitution soit ajournée, c'est aussi pour eux un échec. Ils estimaient que les choses devaient aller vite. Ils se retrouvent à devoir attendre. Et ils vont tellement attendre que, en fait, Condorcet va rapidement jeter l'éponge en disant non, aussi un peu de mégalomanie de sa part, puisqu'il refuse qu'on puisse changer quoi que ce soit à son texte. Enfin, c'est mon texte ou rien. Et alors qu'ils sont mis en échec, qu'il y a une contestation qui monte contre les Girondins, ils continuent à agir comme s'ils étaient les plénipotentiaires et que leur avenir était assuré. En fait, il y a une sorte de fuite en avant chez les Girondins. Déjà, ils vont répondre directement aux montagnards, et là, on ne va plus avoir de débat d'idées, mais on va avoir directement des attaques personnelles. Hein, on va accuser les différents responsables de la montagne, Robespierre et Marat en premier lieu, de vouloir établir une dictature, d'être des anti-révolutionnaires, d'avoir des idées dangereuses. Enfin bon, on va essayer de les discréditer. On va s'en prendre très très violemment à Marat, parce que Marat a en tant que journaliste, hein, oui, avec sa publication L'Ami du Peuple, qui touche quand même énormément de gens dans le milieu populaire, il maintient, c'est vrai, une certaine agitation. Mais s'en prendre directement aux montagnards, c'est pas une bonne idée, parce que les montagnards, ils sont soutenus par les sections et la commune, et les attaques des Girondins vont faire se radicaliser l'opposition qu'ils ont en face d'eux. Hein. Et les sections parisiennes, entre autres, vont mener des campagnes non plus en faveur des montagnards, mais contre les Girondins. C'est-à-dire que je passe de l'étape où je ne soutiens plus mon camp, maintenant je m'en prends directement à l'autre. C'est une forme de déclaration de guerre politique qui est faite. Hein. Et c'est d'autant plus facile pour les sections populaires de mobiliser contre les Girondins que, malgré quelques petites mesures, quelques aumônes qui ont été données à la population, le gouvernement qu'ils assurent ne fait absolument rien pour lutter contre la crise économique. Hein. Entre autres, on refuse de bloquer les prix, de lutter contre l'inflation. Je ne sais pas si ça existe le terme d'inflation à l'époque. Je ne sais pas.
je dois confondre des époques, peut-être. Et quel mauvais esprit. Voilà, et donc on a des gens qui s'estiment floués, ignorés par le pouvoir, et on va avoir la faction la plus radicale, ce qu'on va appeler les enragés. Alors cette appellation d'enragés, c'est les Girondins qui la trouvent. On n'est jamais aussi bien désigné que par ses ennemis. Pour eux, c'est extrêmement péjoratif. Hein, les enragés, sous-entendu, ils ont perdu tout raison, donc ils sont regroupés entre autres autour de Jacques Roux, qui est un ancien prêtre quand même. On les appelle les enragés parce qu'en fait, on va dénoncer en même temps ces enragés qui tiennent à des discours populistes. Et là, on voit apparaître quand même une dichotomie dans la vie politique française, hein, cette idée selon laquelle s'adresser au peuple, c'est donc être populiste, et c'est mal. Donc il faut rester entre gens modérés, entre gens pondérés, entre gens de bonne compagnie, etc. On ne va quand même pas demander au peuple de s'occuper de lui-même. Et les enragés, donc, ils vont dénoncer les Girondins comme étant des ennemis du peuple, et les désigner donc comme des cibles. La Convention, en tant que telle, va être une cible physiquement. On va avoir des manifestations, on va avoir des tentatives d'intrusion dans l'Assemblée. Bien entendu, du côté des Girondins, on va soutrer, on va dénoncer les actions des plus radicaux. Hein. On va aller jusqu'à proposer de dissoudre la Convention et de délocaliser la nouvelle Assemblée à Bourges. Chacun va accuser l'autre en fait de vouloir établir une dictature. Hein. Les montagnards, ils vont prendre ça comme prétexte en disant que il faut, si les Girondins veulent fuir Paris, c'est parce qu'ils veulent fuir le peuple pour pouvoir manœuvrer dans leur dos, loin de la pression populaire. Et les Girondins, ils vont avoir aussi deux idées exceptionnelles qui ne vont pas leur réussir. Le 10 mars, alors il s'agit dans leur esprit de ramener, parce que la situation, donc, la tension monte, hein, il y a des manifestations, il y a des émeutes, hein, entre autres pour tenter de museler la presse girondine, on va s'attaquer aux presses détenues par les Girondins, on va empêcher les députés de prendre la parole en faisant du bruit à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre pour essayer de ramener l'ordre, les Girondins vont créer deux instances. Le tribunal révolutionnaire, qui est là justement pour traiter tous les crimes, lutter contre les contre-révolutionnaires, et un contre-révolutionnaire, il suffit que quelqu'un vous accuse d'être contre-révolutionnaire pour pouvoir l'être. Et l'autre grande idée que vont avoir les Girondins, et on a tendance très souvent à oublier que ce sont eux qui l'ont mis en place, c'est le comité de salut public. Donc là, qui est mis en place le 6 avril, il s'agit de mener la défense de la Révolution. Hein. Ce que la droite va dénoncer comme étant un instrument de dictature et de tyrannie dans les mois à venir, en fait, c'est eux qui l'ont mis en place. Comme lorsque vous aviez en Russie tous les nostalgiques du tsarisme qui dénonçaient le goulag, oubliant que c'est les tsars qui l'avaient mis en place, le système. On pouvait reprocher aux révolutionnaires à cette époque, c'était de ne pas l'avoir aboli. Il y a un autre élément qui va jouer en la défaveur des Girondins, c'est la trahison de Dumouriez. Donc le 18 mars 1793, Dumouriez est défait à la bataille de Nerville-Linden. Et toute défaite d'un général est considérée comme suspecte. Donc Dumouriez, plutôt que de répondre aux accusations qui lui sont opposées, on l'accuse d'être responsable de la défaite, il va choisir la voie du courage et il va changer de camp. Ce qui est gênant, c'est que c'est les Girondins qui ont mis Dumouriez en place. Et ils sont très très proches les uns des autres. Et la trahison, le passage de Dumouriez, c'est une chose, mais en partant, il en profite pour faire prisonnier les représentants de la Convention qui étaient venus l'arrêter. Et il les emmène et il les livre aux Autrichiens. Ça fait assez mauvais effet. C'est l'occasion qu'attendaient en fait les montagnards pour réellement passer à l'offensive contre les Girondins et pouvoir jeter complètement
le discrédit sur leurs ennemis. Il va y avoir une radicalisation dans la montagne, parce que déjà, le 5 avril, sous l'impulsion de Robespierre, on va demander à tous les clubs des Jacobins de France d'exclure les membres qui n'ont pas voté la mort du roi, de ceux qui étaient défavorables à la mort du roi. On va déjà faire un premier tri. En fait, ça permet surtout d'éliminer les derniers vestiges des Girondins au sein du club des Jacobins. C'est aussi un piège qui est tendu aux Girondins, parce que la réponse des Girondins, c'est si on s'en prend à nous, à nos représentants, qu'on les exclut, eh ben, nous, on va s'en prendre aux représentants des montagnards, et ils ont la très très bonne idée d'accuser Marat et de l'arrêter. Les sections populaires qui soutiennent ouvertement Marat. Alors, on va accuser Marat d'appel à la révolution, à l'émeute. C'est pas tout à fait faux. L'Ami du Peuple est quand même un journal qui est relativement radical, beaucoup moins radical et beaucoup moins ordurier que le Père Duchesne d'Hébert, mais quand même, Marat n'est pas à modérer. Et Marat donc, va être arrêté, va passer en jugement, et le procès va se retourner contre les Girondins, qui se retrouvent à leur tour mis en accusation. Marat est libéré, il apparaît comme un héros, il est célébré par les sections populaires. Et on va estimer que les Girondins s'en sont pris à un véritable ami de la Révolution, un véritable ami de la République, à un ami du peuple, et que ce sont donc eux les amis du peuple. Et on va, du côté des sections, commencer à arrêter les responsables des Girondins. Et ça va déboucher sur le... Alors, du côté des historiens conservateurs, entre autres Jonathan Israel, qui est un écrivain, un auteur américain, qui a sorti il y a une petite dizaine d'années une histoire de la Révolution, une histoire des idées politiques de la Révolution. Pour les historiens conservateurs, le 31 mai, la période du 31 mai au 2 juin, c'est un coup d'État. On prive le pays de sa représentation légale, puisque on va, après des rassemblements au niveau de l'hôtel de ville, on va exiger des arrestations de 22 députés girondins. On va finir le 2 juin par marcher sur la Convention. Alors, quand je dis on marche sur la Convention, c'est quand même plus de 80 000 personnes qui vont se réunir. 80 000 personnes dans un pays qui compte à peu près 5 à 7 millions d'électeurs, c'est énorme. C'est énorme, hein. Et là, on a 80 000 personnes avec des représentants de la garde nationale, les sections, la Commune de Paris. Certains ont pensé à mener leur arme, histoire de rejouer le coup du 10 août 1792. Donc, on va marcher sur la Convention, on va exiger la tête des Girondins, et là, il ne s'agit plus d'en arrêter une vingtaine, il s'agit de tous les arrêter pour les exécuter. C'est un aspect un peu oublié de l'histoire. C'est Robespierre qui va sauver la tête de grand nombre de Girondins. C'est lui qui va intervenir et qui va négocier pour que seulement 29 leaders girondins soient arrêtés et jugés. Donc, ça fait partie des oublis volontaires de l'histoire. Hein. Si je veux pouvoir, à propos de Robespierre, par la suite, créer l'image d'un monstre, puisque c'est... il faut que j'oublie les aspects positifs. Hein. C'est pour ça que dans l'historiographie, pendant très longtemps, on a oublié ce petit détail. On a aussi oublié que Robespierre s'était prononcé contre la peine de mort. On oublie aussi que Robespierre n'était pas le chef du comité de salut public, qu'il y avait 12 députés, qu'il n'était qu'un membre parmi les autres. Bref, en fait, quand on a créé volontairement une image, parce que justement, il y avait un besoin de pervertir la réalité. Alors bien entendu, s'il n'y a plus de Girondins, il faut prendre le travail à zéro. Et on va voir donc une nouvelle commission qui va prendre place, qui va reprendre les débats sur la Constitution. Et là, ça va être assez rapide. C'est toujours plus facile de se mettre d'accord entre amis qu'avec ses ennemis, c'est vrai. Mais la Convention, elle va, une fois débarrassée des Girondins, elle va rentrer en action avec une vivacité qu'elle n'avait jamais eue.
qu'elle n'avait jamais vues, quoi. Par exemple, on va voter les décrets d'application de la législation agraire, celle qui porte sur la mobilisation des droits féodaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en souffrance depuis 1789. Voilà. On va reconnaître enfin aussi les champs communaux comme étant des biens des communes, c'est-à-dire des biens accessibles à tout le monde. Donc ça fait quand même 4 ans allez, 3 ans et demi que ça attend. On va aussi abolir la loi martiale, et on va abolir du côté Graçon-Montagnard la loi Le Chapelier. Alors la loi Le Chapelier, cette abrogation, elle sera elle-même abrogée, hein, puisque la loi Le Chapelier va être restaurée, pardon, elle va revenir ultérieurement. C'est la loi quand même qui interdit la formation de corporations professionnelles. C'est cette loi qui va jusqu'au milieu, même la fin du 19e siècle, justifier l'interdiction des syndicats. Donc il y a déjà l'idée chez les Jacobins, chez les Montagnards, que cette loi Le Chapelier, elle pose un problème dans la représentation populaire pour l'expression du peuple et de ses revendications. Il est bien évident quand même que l'essentiel, voilà, c'est la rédaction de la Constitution. On est le 2 juin, 3 semaines plus tard, on va avoir une Constitution. Alors, elle est présentée le 6 Messidor de l'an 1, c'est-à-dire le 24 juin, 22 jours de travail, et cette Constitution, il est prévu qu'elle soit approuvée par référendum. Alors ce référendum, il est quand même plutôt symbolique. Pourquoi? Parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Effectivement, sur 7 millions d'électeurs, j'ai 2 millions de participants. À peu près 20%, c'est pas énorme, mais il faut se replacer aussi dans le cadre d'un pays qui est envahi, donc il y a des endroits où on ne peut pas aller voter. On est dans le cadre d'une guerre civile, donc il y a des endroits où aller voter, c'est même dangereux. En fait, voter en 1793, c'est un acte courageux. C'est au sens propre du terme, c'est un engagement. Donc on ne peut pas vraiment comparer les taux de participation de 1793 et de ceux d'aujourd'hui, hein, parce que là, voilà, il y a beaucoup d'électeurs qui ne peuvent pas se rendre aux urnes, pardon. C'est un lapsus. Et ça va être justement une question, justement, est-ce que cette difficulté de voter, c'est pas non plus un frein pour la mise en place d'un système démocratique? C'est l'historien Melville Edelstein, lui, je ne sais plus dans quoi il publie, j'ai eu la bonne idée de tout mettre à la fin. Voilà, lui qui travaille, donc c'est publié dans les cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution française, donc il ne raconte pas a priori que des imbécilités. Partant de l'hypothèse, donc il déclare, partant de l'hypothèse d'une faible participation aux élections révolutionnaires, plusieurs historiens se sont demandé s'il était possible pour la démocratie de se développer en 1793. Cependant, sauf lors d'élections de l'an 4 et de l'an 7, le taux de participation aux élections cantonales fut rarement inférieur à 20%. Les élections cantonales de mars-octobre 1790 et le plébiscite constitutionnel de juillet-août 1793 attirèrent au moins 2 millions de votants. On ne peut pas évaluer le degré de mobilisation pendant la Révolution en se basant sur des normes modernes. Comparer des taux maximum de 50 à 55% et des taux minimum de 13 à 20 avec les taux de participation aux élections nationales dans l'Europe d'aujourd'hui est tout à fait injuste. Voter aujourd'hui est facile et rapide. Voter pendant la Révolution était un acte héroïque. Bien entendu, Jonathan Israël, dont je parlais tout à l'heure, il n'a pas le même point de vue. Justement, pour lui, les 2 millions de voix, c'est la preuve d'une non-adhésion du peuple à ce projet. Il est toujours intéressant, en fait, quand on parle d'histoire, de ne pas se contenter aussi de l'histoire en tant que telle, mais de regarder l'historiographie. Ça donne toujours des informations assez intéressantes. Donc la Constitution qui va être soumise au suffrage des Français, elle est courte, hein, il y a 124 articles. Et elle aussi, elle est précédée d'une déclaration des droits de l'homme, celle dont nous parlions au début de la conférence. Et alors, elle maintient les droits qui sont évoqués dans la déclaration de février, hein, droit de la liberté d'expression, liberté de la presse, toutes ces choses-là. Mais elle va aller plus loin. En fait, c'est peut-être la déclaration qui
dans laquelle le principe de souveraineté populaire est la plus présente, puisqu'on va jusqu'à reconnaître, dans certains cas, dans des cadres qui sont quand même définis, on va reconnaître le droit à l'insurrection. Hein, il ne s'agit pas, dans l'esprit des conventionnels, des rédacteurs de l'Assemblée, d'inciter les gens à mettre la France sens dessus dessous, à propager le chaos. Non, non, non. Pour eux, c'est la forme ultime du droit du peuple à imposer sa volonté quand les élus ne suivent pas. Voilà, il n'y a pas de précédent. Hein. C'est s'imposer face aux déviances tyranniques du pouvoir. Quand le pouvoir agit contre l'intérêt du peuple, bah, celui-ci a le droit de rappeler qu'il est la base même du pouvoir. Vous avez François Charbonneau, qui est donc un chercheur à l'université d'Ottawa, d'ailleurs, qui souligne que jamais dans les déclarations de droit, que ce soit la Constitution des États-Unis, que ce soit le Bill of Rights britannique, qui était considéré comme des modèles de démocratie à l'époque, mais il n'y a pas d'équivalent. Hein. Pour lui, il déclare que voilà, l'idée va sans doute de soi, mais la notion de droit de résistance à l'oppression est normalement une doctrine de contestataire. On s'en revendique moins spontanément une fois au pouvoir, et a fortiori, on n'en inscrit pas le principe dans les documents fondateurs du nouveau régime. C'est quand même une indication très intéressante sur la vision que les Jacobins ont de leur propre œuvre. Si je me permets de mettre ce droit dans ma constitution, dans ma déclaration, c'est que je suis sûr de ne jamais aller à l'encontre de l'intérêt du peuple. Et je peux donner ce droit au peuple parce que je vous garantis qu'il n'aura pas à s'en servir. Mais je lui laisse la possibilité de le faire. Je lui laisse la possibilité de le faire, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose que les conventionnels ont gardé de la déclaration de février 1793. C'est l'idée, et c'est le dernier article de la Déclaration des droits de l'homme des Girondins, c'est l'idée qu'on laisse la porte ouverte à une révision de la Constitution, parce que ce qui convient aujourd'hui, en 1793, n'est pas forcément ce qui conviendra aux Français en 1795, en 1798 ou une autre date. Donc on laisse aux générations futures la possibilité d'adapter leur mode de fonctionnement aux réalités ou à l'évolution du pays. Et on ne se dit pas qu'on va partir avec une constitution qu'on va garder plus de 70 ans et qu'on va considérer comme une icône sacrée. On ne ricane pas, je n'ai rien dit. Voilà, donc en fait ce sont les 3 derniers articles de cette déclaration. Je les cite pour faire plaisir à Claudette parce que je sais qu'elle en est toute particulièrement fan. L'article 33, la résistance à l'oppression et la conséquence des autres droits de l'homme. Article 34, il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Et enfin l'article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est pas De Gaulle qui a écrit ça. Hein. Ça se sent un petit peu. Donc, contrairement à ce qui avait été proposé par Condorcet, Condorcet c'était extrêmement alambiqué. Même les schémas pour expliquer la répartition des pouvoirs restent très obscurs. Alors que chez les montagnards, on va faire beaucoup plus simple. C'est la Convention qui a le pouvoir. Et elle a le pouvoir, elle et elle seule, parce qu'elle est constituée par les représentants du peuple, qui sont élus au suffrage universel direct. On a mis de côté le bicamérisme, on met de côté le scrutin à 2 tours, et c'est la Convention qui a l'Assemblée. Alors, il y a encore un pouvoir exécutif, hein, il y a 24 ministres qui sont désignés par la Convention, et en fait, ils sont là pour appliquer les lois. Voilà. Pas de droit de veto, comme ça ils ne sont pas là pour contester, et un contrôle permanent de l'Assemblée sur les ministres pour vérifier que l'application des lois correspond bien à la loi telle qu'elle est votée. Avec l'idée que la loi, elle doit systématiquement être validée par l'opinion publique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va demander au peuple de venir voter à chaque fois qu'on vote une loi. On va juste considérer que si un texte de loi
ne suscite pas d'opposition populaire, de manifestation dans les 40 jours. On laisse un délai, les moyens de communication étant ce qu'ils sont à l'époque, il y a un délai de 40 jours pour vérifier que la loi ne choque pas le public. Mais s'il n'y a pas de ça, on considère que le texte est acquis. Si jamais il y a une opposition, alors là, on peut organiser un référendum. Sachant qu'il y a quand même une petite nuance qui n'est pas très très claire, qui est établie entre les lois et les ordonnances, et que si on peut contester une loi, on ne peut pas contester une ordonnance. Mais c'est parfois difficile de savoir ce qui relève de l'un ou de l'autre. Il y a une véritable volonté d'empêcher tout césarisme, parce que la réalité du pouvoir, elle est collégiale. J'ai pas une personne qui est désignée comme étant la meilleure d'entre toutes et qui va représenter le pays à lui seul contre vents et marées, quitte à n'en faire qu'à sa tête. Ce qui est intéressant aussi, c'est la définition de la notion de citoyen. On a l'article 4 qui précise que tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli est citoyen. Peu importe la nationalité de ses parents, peu importe sa religion, peu importe... tu es né en France, tu es français. Mais en fait, c'est pas vraiment une nouveauté, hein. C'est quand même Louis X qui avait mis ça en place quelques siècles auparavant, mais finalement, puisque ça marche bien, c'est aussi l'idée qu'on est français parce qu'on veut vivre selon un certain modèle. C'est pas, être français, c'est pas quelque chose qui se mérite, même si on peut perdre sa nationalité française si on trahit les idées, les valeurs de la République. Hein. Mais voilà, c'est l'idée que voilà, la nationalité, la citoyenneté, c'est quelque chose qui est ouverte à tous. C'est une vision assez généreuse de ce qu'est la République, du bienfait, de ce qu'elle peut apporter aux citoyens. Alors ça implique quand même quelque chose, c'est que si je considère que le peuple souverain ne se limite pas aux électeurs, ça veut dire que quand même de facto, j'insinue qu'il y a, dans le peuple souverain, il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir politique. Entre autres les femmes. Alors, ça va susciter quelques réactions, entre autres d'une certaine Olympe de Gouges, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque part le fait de réserver le pouvoir, le droit de vote aux hommes, ça pose ce problème, cette incohérence philosophique, hein, en fait, sur l'idée que une partie des citoyens du peuple souverain n'est pas citoyen. Il faudra quand même attendre encore quelques années pour régler le problème. Alors, le corps législatif, on est encore toujours dans cette idée hein, qu'on veut contrôler le pouvoir, on veut éviter que quelqu'un prenne le pouvoir personnel, parce que le pouvoir législatif, les députés, ils ont un mandat de 1 an. Et forcément, en 1 an, on a du mal à tisser des liens. Alors aujourd'hui, ça s'appelle du lobbyisme. Hein, si vous êtes député, si vous n'êtes pas député, ça s'appelle de la corruption. Mais voilà, en mettant un système électoral où j'ai un mandat de 1 an, je me préserve de cette dérive. Ce qui veut dire que si je dois me représenter tous les ans devant les électeurs, j'ai intérêt à tenir ma parole. J'ai un devoir, une obligation d'honnêteté vis-à-vis des citoyens, et ce qui n'est pas forcément le cas quand j'ai des mandats beaucoup plus longs, avec aucun contrôle des élus, enfin bref. On a donc la mise en place d'un système qui est réellement populaire, qui s'appuie réellement sur le peuple. C'est vraiment là, alors, un fait inouï dans l'histoire du monde. Certains historiens vont dire qu'en fait, il y avait déjà eu une constitution extrêmement démocratique, mais pas en France à l'époque, c'était en Corse, hein, la constitution rédigée par Pascal Paoli. C'est pas un point de vue qui fait non plus l'unanimité, quoi. Hein, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même révélateur du fait que les citoyens, ils sont la source réelle du pouvoir, ils ne sont pas de simples électeurs. Alors, c'est un peu un anachronisme, mais cette différenciation entre est-ce que le citoyen est un électeur ou une source du pouvoir, en fait, elle est reprise au XIXe siècle, en 1888, par quelqu'un que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Octave Mirbeau.
et qui en 1888 va publier un livre qui s'appelle La grève des électeurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, et il va faire le constat de l'évolution de la démocratie. Et en parlant de l'électeur, il va le définir comme l'être irrévé, le martyr improbable qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir en échange de ses prodigalités des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine en général, et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise. Donc voilà, il y a derrière ça, derrière le discours de Mirbeau, il y a quand même cette idée que l'idée même de citoyen a été complètement dévoyée par les pouvoirs qui sont mis en place ultérieurement. Et ça, c'est quand même une constante, c'est que le rôle du citoyen dans la Constitution de 1793 n'existe nulle part ailleurs. C'est la seule qui reconnaisse vraiment le pouvoir des électeurs. Ce qui caractérise quand même aussi cette Constitution, qui est, donc on l'a vu, qui donne un très très large pouvoir au peuple, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Elle est promulguée alors elle est présentée à l'Assemblée le 24 juin 1793. Un référendum est organisé donc le 10 août, le temps pour les gens que l'acheminement du texte se fasse, qu'il y ait des débats qui soient faits. Il y a une véritable volonté quand même de faire les choses bien, de faire que ce soit réellement le peuple qui soit à l'origine de son mode de gouvernement. Le problème, on l'a évoqué au début, c'est la situation générale du pays. La guerre à l'extérieur, ça ne se passe pas super bien. Cette guerre que les Girondins ont voulu, qui se sont montrés incapables de mener, enfin qui n'ont surtout pas voulu mener. Et comme on est en guerre, on a besoin de soldats. Et on va décréter une levée en masse, 50 000 hommes, ce qui va accroître les troubles dans certaines régions, entre autres dans l'Ouest. L'éviction des Girondins ne se fait pas non plus sans conséquence, puisqu'on a une poussée de ce qu'on appelle le fédéralisme, des insurrections favorables aux Girondins qui se développent un peu partout en France. Marseille et Lyon, par exemple, connaissent des épisodes girondins, de fédéralistes assez forts. Et le 10 octobre 1793, le 19 Vendémiaire en deux pour les fanatiques du calendrier républicain, Saint-Just va en différer l'application jusqu'en disant dans les circonstances où se trouve la République, la Constitution ne peut être établie, on l'immolerait par elle-même, elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté, parce qu'elle manquerait de la violence nécessaire pour les réprimer. Sous-entendu, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je ne peux pas appliquer la démocratie en cas de guerre parce que je donne à mes ennemis la possibilité justement d'arriver par la voie légale, ce qu'ils ne peuvent pas faire par les armes. Donc le 10 octobre 1793, on va déclarer, la Convention va prendre un décret. Le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Et comme la paix n'arrivera que très tard, après moult péripéties, cela fait que cette constitution ne sera jamais appliquée. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de la Convention montagnarde, même si l'appellation est un peu galvaudée, la Convention montagnarde, elle n'a pas à son palmarès que cette simple constitution. C'est l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, avec un accord avec le principe d'égalité. Je ne peux pas vendre mon corps, donc je ne peux pas être esclave. Voilà. Ça provoque d'ailleurs une intervention britannique, parce qu'il ne faut surtout pas que l'esclavage disparaisse dans les Antilles. J'ai aussi la mise en place d'une aide financière aux indigents, voilà, pour leur permettre d'acquérir des biens nationaux. J'aide les indigents, je leur permets d'acquérir un bien, et avec ce bien, ils vont pouvoir s'insérer dans la société. Il ne s'agit pas de leur distribuer 3 cacahuètes en leur disant maintenant tu nous es redevable et tu vas venir faire des travaux d'intérêt généraux. Et surtout, quelque chose qui était demandé par les classes populaires depuis très longtemps, un décret sur le maximum général, une loi, c'est-à-dire une loi qui va réajuster les salaires, les prix et contrôler les profits.
On est dans une situation d'inflation galopante. En 1793, on a un gouvernement qui va agir pour permettre à la population de continuer à subsister. Alors ça va fixer essentiellement les prix du grain et de la farine. Mais dans un pays où les 3/4 de l'alimentation repose sur le pain, c'est pas rien. Voilà. Autre action quand même qui malheureusement sera abrogée rapidement après la chute de Robespierre. C'est la loi du 29 Frimaire de l'an 2, le 19 décembre 1793, qui est connue sous le nom de décret Bouquier, et qui va instaurer l'obligation scolaire, avec, pour mettre en place une instruction gratuite, des instituteurs payés par l'État. C'est quand même quelque chose, il faudra encore attendre quasiment 80 ans, quand même, plus de 80 ans, pour que cette idée revienne. On a l'idée que, voilà, si je veux avoir des citoyens, des gens qui soient capables de voter, de prendre des décisions, il leur faut une éducation de qualité. Il ne s'agit pas simplement de leur apprendre à lire, écrire et compter, et il s'agit aussi, par l'apprentissage de l'histoire, de la philosophie, des lettres, de leur apprendre à se former l'esprit, de leur apprendre à analyser les choses, à comprendre, et puis à développer leur propre personnalité, leur propre esprit critique. On parle bien d'école privée, d'école publique, pardon, et pas d'école privée à ce moment-là, c'est l'école pour tout le monde. Donc voilà, malgré la crise sociale, la crise politique, la crise militaire, on a une action sociale, une action vraiment révolutionnaire qui est menée en France. Voilà. Alors, bien entendu, si je prends les historiens conservateurs comme Jean Tullard, il faut lire aussi de temps en temps ceux qui sont hostiles à la Révolution. Pour eux, c'est l'acte fondateur d'une dictature. Le 10 octobre, on fonde la dictature. C'est le comité de salut public qui va prendre en main les décisions. Donc les Girondins, les Montagnards, sont des êtres profondément voués à la dictature, parce que le comité de salut public a été créé par les Girondins. Donc, voilà. Donc c'est aussi une vision un peu perverse de l'histoire. Puis on oublie une chose, c'est que le comité de salut public, oui, il va contrôler le législatif en ayant le pouvoir exécutif. Mais les membres du comité de salut public, ils sont élus par la Convention. Ils sont 12, ils sont élus par la Convention, et ils doivent rendre des comptes à la Convention et régulièrement remettre leur mandat en jeu. Et la Convention va régulièrement renouveler sa confiance dans la plupart des membres du comité de salut public. Donc ils n'ont absolument pas un pouvoir absolu. Il y a quand même quelque part ici l'idée qu'il y a une cohésion au niveau de la Convention, qu'il y a une union qui se fait autour de l'idée de la défense de la France. Mais paradoxalement, ici, on a une union qui se fait pour la défense de la France avec un gouvernement qui agit pour le peuple, et d'un seul coup, ça devient quelque chose de monstrueux. Des gouvernements d'union nationale, la France en a connu, entre autres en 1914, Henri me corrigera si je dis des bêtises, mais il y a quand même une union sacrée qui se fait. Et là, ça ne choque pas. Pourtant, c'est une union sacrée, avec quelqu'un comme Clémenceau qui aime bien qu'on lui obéisse, qui n'est pas non plus un grand démocrate. Alors, est-ce que c'est parce que cette union se fait sans Jaurès qui a été éliminé peu de temps avant? Est-ce que c'est parce que l'union sacrée se fait autour de la droite, qu'elle a des valeurs de droite, des valeurs nationalistes, qu'elle est plus respectable? Alors, je vous dis peut-être, c'est peut-être un aspect provocateur, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'une union, est-ce qu'un gouvernement puissant qui vise à défendre un pays n'est acceptable que quand il se fait autour de valeurs conservatrices, voire réactionnaires? Cette constitution de 1793, et je terminerai là-dessus, ce qui assure sa destinée, ce qui fait qu'aujourd'hui on s'en souvient, c'est parce que pour beaucoup de gens, à travers le monde, elle est une référence.
même si elle n'a jamais été appliquée. Hein, vous avez Alexis Lafleur-Paiement, qui est chercheur à l'Université de Montréal, pour qui la Constitution de 1793, c'est un condensé de droits assez naturels, et qui pourtant ne sont pas inscrits dans leur Constitution à eux au Canada. Hein, ce sont des droits naturels qui ne sont ni inscrits dans les constitutions et encore moins appliqués. Et ben pour lui, c'est juste l'explication d'un déficit de démocratie. Pourquoi les gens ne vont plus voter? C'est parce que de toute façon, comme on ne les écoute pas, le peuple n'est pas entendu. Donc il faut revenir à 1793 pour régler la situation. Dès 1795, alors qu'on est en pleine répression du mouvement révolutionnaire, vous avez la foule parisienne, ça va être un dernier acte, quelque part un sursaut de résistance, mais qui va investir la Convention au cri de Dupin et la Constitution de 1793. Voilà, c'est... Il y a un journaliste, qui est journaliste à l'Humanité, qui a écrit un petit texte qui, pour moi, résume assez bien cette opposition qu'il y a entre l'idéal de 1793, cet idéal démocratique, et la situation actuelle. Il a écrit tout un article qui commence par ces mots. Imagine une constitution qui commence ainsi. Le but de la société est le bonheur commun. Et qui se termine comme ça. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Maintenant, imaginez notre constitution qui permet au gouvernement d'imposer des contre-réformes quand tout un pays s'y oppose, sans même que les députés puissent voter pour ou contre. Laquelle des deux est la plus ancienne? La deuxième, perdue. La première, qui date de 1793 en pleine Révolution française. Elle est réputée la plus démocratique jamais adoptée en France. La deuxième, celle de la Ve République, date de 1958 et est considérée comme la plus stable. Problème, elle a tout d'une monarchie présidentielle qui éloigne le citoyen de la prise de décision.